il y a peut-être un énorme scandale d'État, il y a peut-être dans ce pays des gens qui trafiquent des légions d'honneur, mais on ne le saura jamais. Voilà, on ne le saura jamais. Jamais avec certitude. Est-ce que c'est simplement un oligarque qui a donné 200 000 euros à un mec pas tout à fait sérieux qui lui a donné une médaille en chocolat, ou c'est plus grave que ça? Parce qu'évidemment, Fabien Bossard a des relations à l'intérieur des ministères, même à l'époque sous François Hollande. Hein. On n'en a absolument pas parlé en France, mais ça s'explique aussi parce qu'on a des liens économiques très forts. Le Kazakhstan représente près de 30% de nos importations d'uranium. Areva puis Orano se fournit en uranium là-bas, mais Nicolas Sarkozy avait signé de gros contrats avec le Kazakhstan pour près de 2 milliards d'euros. D'ailleurs, il y avait des contrats qui avaient beaucoup intéressé la justice. Ce cas est grave, surtout quand on voit le profil de Kenes Rakishev, qui m'a été décrit par le directeur d'Alstom pour l'Asie centrale comme quelqu'un d'éminemment dangereux. Salut Thomas, comment tu vas? Salut Théophile, tu vas bien? Ça va, mais je t'ai posé la question, réponds. Très bien. Ça va, alors aujourd'hui tu es venu nous parler de la dernière enquête que tu as sortie aux médias, une enquête qui concerne un pays dont on ne parle pas beaucoup en France, à part quand François Hollande s'y rend en voyage, et ce pays c'est le Kazakhstan. Oui, alors le Kazakhstan c'est un pays dont on ne parle jamais en France. C'est quand même une ancienne république soviétique qui a un territoire, une superficie qui est 5 fois plus grand que la France, et qui est un pays qui est un grand producteur, qui est le principal producteur d'uranium dans le monde, puisqu'il produit plus de 40% de l'uranium qui est utilisé dans les centrales nucléaires de par le monde. C'est aussi un grand producteur de pétrole, de gaz, donc un sous-sol très riche. Et puis c'est un pays qui n'a pas beaucoup connu la démocratie, puisque donc c'était une ancienne république soviétique. En 1991, quand il y a eu l'indépendance de toutes ces républiques soviétiques, ce pays d'Asie centrale, ce grand pays d'Asie centrale, a vu l'ancien Premier ministre de la République soviétique devenir le président. Donc c'était qui est devenu un autocrate, qui a été réélu avec plus de 90% des voix à chaque élection, qui s'appelle Nursultan Nazarbayev. Évidemment, tout ça s'accompagne de répression, d'arrestation d'opposants. En 2019, Nazarbayev a cédé le pouvoir à un de ses proches qui s'appelle Djarmat Tokayev, mais il n'en reste pas moins qu'il avait gardé la réalité du pouvoir puisqu'il était président d'un conseil de sécurité qui était une sorte de soviet suprême. Alors c'était si vrai que quand Nazarbayev a quitté le pouvoir, la première décision de son successeur, c'était de rebaptiser la capitale du prénom de Nazarbayev. Donc la capitale du Kazakhstan s'appelle aujourd'hui Nur-Sultan. Et il y a eu un événement qui s'est passé début de cette année, qui était assez inattendu, c'est qu'il y a eu des manifestations, des émeutes qui ont commencé d'abord sur une contestation sur la hausse des prix du gaz et qui ont pris une ampleur complètement folle, menaçant de renverser le régime qui était là depuis l'indépendance en 1991. Et il a fallu que le Kazakhstan fasse appel à l'allié russe, puisque ce pays-là, qui est frontalier avec la Russie, est resté dans l'orbite de la Russie et de Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine a envoyé des troupes au Kazakhstan rétablir l'ordre, au prix de centaines de morts, de milliers d'arrestations. Et c'est vrai qu'on n'en a absolument pas parlé en France, mais ça s'explique aussi parce qu'on a des liens économiques très forts avec le Kazakhstan. C'est notre premier fournisseur d'uranium, alors ça dépend des années, mais c'est à peu près à égalité avec le Niger. C'est notre deuxième fournisseur de pétrole brut. Et il y a eu des événements assez incroyables qui sont passés quand même en France. À un moment, il y a le principal opposant kazakh qui s'est réfugié en France, il s'appelle Mukhtar Ablyazov, qui est un oligarque, qui est un ancien ministre de l'énergie, qui est un banquier. Et le Kazakhstan l'accuse de malversation financière, de détournement quand il était à la tête d'une banque. En fait, la réalité, c'est qu'on veut mettre la main dessus et le faire extrader au Kazakhstan parce qu'il est opposant et forcément il risque sa vie. Et donc en 2013 il avait été arrêté à Aix-en-Provence dans le sud de la France. D'ailleurs il y avait eu des révélations sur les liens qu'entretenaient les magistrats qui s'occupaient du dossier avec les avocats qui étaient proches du Kazakhstan, donc des liens qui normalement n'auraient pas dû avoir lieu. Et à l'époque Manuel Valls avait quand même signé le décret d'extradition de cet opposant-là, bien qu'il risquait sa vie s'il était... Manuel Valls connaissait la nature du régime. Bien sûr, évidemment. Et cet opposant-là, Mukhtar Ablyazov, qui vit
toujours en France d'ailleurs, dont les poursuites viennent d'être abandonnées, n'a dû son salut qu'à une décision du Conseil d'État qui a annulé le décret d'extradition, et donc il a pu rester en France. Et tout ça s'explique par les liens qu'on a avec le Kazakhstan, qui depuis la fin des années 2000 est devenu un Eldorado pour les entreprises françaises. Bien sûr, Orano se fournit, donc Areva puis Orano se fournit en uranium là-bas, mais Nicolas Sarkozy avait signé de gros contrats avec le Kazakhstan pour près de 2 milliards d'euros. D'ailleurs, il y avait des contrats qui avaient beaucoup intéressé la justice. On avait vendu 45 Eurocopters, qui est devenu après Airbus Hélicoptère, avait vendu 45 hélicoptères à l'État kazakh, et on avait soupçonné qu'il y avait eu des rétrocommissions données à l'entourage de Nicolas Sarkozy. Et donc voilà, il y a eu un certain nombre de gros contrats qui ont été signés sous Sarkozy et sous Hollande, et notamment au bénéfice de l'entreprise Alstom, qui est notre géant français des transports et de l'énergie. En tout cas, on va déjà regarder des images de François Hollande qui disons, situent un peu l'atmosphère dans laquelle ces relations se déploient. Le rire et la politesse du désespoir, c'est peut-être ça. Prise à l'issue d'un tête-à-tête entre les deux présidents, la photo a été publiée puis retirée du compte Instagram du service de presse kazakh. Trop tard, l'image s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Les médias s'emparent du moment. Le député PS de l'Essonne dénonce un acharnement. Il y a une forme d'Hollande bashing dès son élection qui ne sert évidemment pas ses intérêts, mais qui surtout ne sert pas les intérêts de la nation et de la France. Du pain béni pour les internautes qui ne manquent pas de détourner le cliché. Un président qui se plie à la tradition, ça n'est évidemment pas une première. Nicolas Sarkozy ou encore Jacques Chirac se sont prêtés au jeu. Quand Jacques Chirac allait à Tahiti, était couvert de fleurs, de chapeaux, etc., on souriait de manière bienveillante. Si on juge François Hollande ridicule à travers cette image, c'est d'abord parce que son image est très instable. D'autres photos collent à la peau du président de la République. On se souvient du fameux scooter ou encore de ce gros plan capté lors d'une rentrée scolaire. Bon, on a un peu rigolé, mais disons, on va parler maintenant du fond de ton enquête. Cet oligarque dont tu parles dans cette enquête, qui s'appelle Ken Rakishev, a des liens troubles, et notamment avec notre pays, la France. Oui, alors effectivement, le régime kazakhstanais s'articule autour d'un clan au pouvoir, un clan d'oligarques qui sont enrichis très rapidement au début des années 90, comme dans la grande majorité des républiques soviétiques, où il y a des gens qui ont fait très vite fortune. Et autour de Nazarbayev, on a quelques oligarques, et on a un monsieur qui s'appelle Kenes Rakishev. Alors, il est proche de Nazarbayev, on le surnomme le portefeuille de Nazarbayev, mais c'est aussi le gendre de Imangali Tasmagambetov, je suis arrivé à le dire, qui a été longtemps le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, donc un très proche, une sorte de bras droit de Nazarbayev. Donc, cet homme d'affaires-là siège dans le conseil d'administration de plusieurs sociétés, notamment Kazakhstan Engineering, qui est une société publique kazakhstanaise, mais en même temps fait des affaires, fait des business. Et alors c'est un personnage qui a des liens assez troubles, puisque c'est l'ami intime de Ramzan Kadyrov. Et dans l'enquête que j'ai faite, on a révélé des photos de Kenes Rakishev et de Ramzan Kadyrov en week-end à la montagne, je ne sais pas si on va pouvoir les voir, mais qui ont des armes. Kenes Rakishev lève l'index un peu comme le font les djihadistes de Daesh, donc un entourage assez trouble. Et ce milliardaire-là, ce Kenes Rakishev, a notamment des liens avec Joe Biden, le fils de Joe Biden, et aussi Hunter Biden. Et on avait déjà entendu parler sur l'Ukraine. Sur l'Ukraine, et aussi le prince Andrew, qui était mouillé dans le scandale Epstein, qui est le fils de la reine Elisabeth d'Angleterre, à qui Rakishev avait acheté un manoir en Angleterre 3 millions d'euros plus cher que sa valeur réelle, donc ce qui avait laissé supposer de la corruption. Mais Kenes Rakishev n'a pas que les liens avec Kadyrov ou le fils de la reine d'Angleterre, il a aussi des liens avec la France, et notamment avec... Pendant des années, il a servi de facilitateur à Alstom pour que l'entreprise française décroche des gros contrats au Kazakhstan, alors que justement il faisait partie de l'administration kazakh, ce qui peut déjà s'apparenter à la corruption.
Oui, c'est-à-dire que, en fait, effectivement, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que Nicolas Sarkozy vient signer des grands contrats à la fin des années 2000 et Alstom obtient la construction du tramway d'Astana, qui est la capitale kazakh, qui va devenir en 2019 Nur-Sultan. Donc il y a un énorme chantier qui est près de 1,5 milliard d'euros. Alstom obtient d'ailleurs d'autres contrats, que la construction d'une usine, on va fabriquer des locomotives, ce qui marche actuellement. Et donc, pendant des années, en fait, Alstom va utiliser Kenes Rakishev, c'est ce qu'on a montré, via notamment des contrats de consultance. Alors Alstom a nié avoir eu un tel contrat, mais on a pu produire les mails où ils envoient le contrat revient signé, et en plus le directeur d'Alstom pour l'Asie centrale à l'époque nous a confirmé que qu'il y avait bien eu un contrat de consultance, et donc évidemment ça pose problème, puisque Kenes Rakishev était à la fois consultant pour Alstom, mais était aussi membre de l'administration kazakh, puisqu'il siégeait au sein d'entreprises publiques kazakhs, au sein du conseil d'administration d'entreprises publiques kazakhs, et notamment des entreprises publiques qui avaient à voir avec le transport, donc la partie qui intéressait Alstom. Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, ce projet de tramway, qui est une sorte d'éléphant blanc, le président kazakh trouve que la facture d'Alstom est beaucoup, beaucoup trop chère, et Alstom va passer par Kenes Rakishev pour faire passer des messages à la fois au président kazakh, mais aussi au maire d'Astana, qui n'est autre que le beau-père de Kenes Rakishev. Et ce que va faire Alstom, parce que c'est encore plus, la corruption est encore plus flagrante que ça, c'est qu'ils vont proposer d'autres opportunités, d'autres business à Kenes Rakishev. C'est-à-dire, en gros, en échange, tu nous aides à mettre en place ce contrat de tramway, ce gigantesque contrat avec 5 milliards de dollars, et nous, en échange, on peut te proposer des opportunités. Alors, dans les mails exclusifs qu'on a révélés, les échanges entre Alstom et Kenes Rakishev, le directeur d'Alstom pour l'Asie centrale propose à Kenes Rakishev une joint venture pour installer de la signalisation sur un chemin de fer, un partenariat avec Vinci, qui est une autre entreprise française. Il lui propose une opportunité d'exporter du cuivre jusqu'au Portugal. Donc il y a vraiment tous les éléments qui matérialisent une corruption. Alors, bien évidemment, toutes les entreprises le font. Il n'y a pas que les entreprises françaises. Mais c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'Alstom se retrouve mêlé à ça. On se souvient qu'en 2013, un des cadres d'Alstom avait été arrêté aux États-Unis, qui s'appelle Frédéric Pirocci, qui avait été accusé par le FBI d'avoir participé à des faits similaires de corruption en Indonésie et en Égypte. Et Pirocci avait été utilisé comme une sorte d'otage dans la guerre que livrait General Electric à Alstom, et qui avait fini par le fait que General Electric avait racheté la branche d'énergie d'Alstom. Et à l'époque, le ministre de l'économie d'alors, qui est un certain Emmanuel Macron, n'avait pas levé le petit doigt. Mais quelque part, la corruption de nos élites expose la France à des représailles américaines très intéressées, et donc met en péril l'intérêt national. Bien sûr, il y a un principe d'extraterritorialité, territorialité, on y est arrivé, du droit américain, qui fait qu'évidemment la justice américaine sert de bras armé pour mettre à mal certaines entreprises qui peuvent concurrencer, c'est des entreprises américaines. Et ça s'est vu dans le cas de Alstom, puisque véritablement l'arrestation de Pirocci précédait la volonté de rachat de la branche énergie de l'Alstom par General Electric. Mais ça n'en reste pas moins que ce cas est grave, surtout quand on voit le profil de Kenes Rakishev, qui m'a été décrit par le directeur d'Alstom pour l'Asie centrale comme quelqu'un d'éminemment dangereux. On l'a vu avec ses liaisons troubles avec Ramzan Kadyrov. Il faut quand même se souvenir qu'aujourd'hui, les troupes tchétchènes de Ramzan Kadyrov interviennent en Ukraine. On a même suspecté que Ramzan Kadyrov s'est rendu en Ukraine pour aller combattre et appuyer l'armée de Vladimir Poutine dans son invasion de l'Ukraine. Mais voilà, Alstom, pendant des années et des années, a financé ce monsieur-là, a utilisé ce Kenes Rakishev, cet oligarque, tout en sachant que ce n'était pas un enfant de cœur. Mais ça a servi à rien, puisque finalement, le beau-père de Kenes Rakishev a quitté la mairie d'Astana, et le président Nazarbayev a fini par geler le projet. D'ailleurs, on m'a raconté que ça s'est passé, le président d'Alstom, qui était Patrick Cron à l'époque, s'est rendu à Astana pour signer le contrat, et à 7 h du matin, le jour de la signature du contrat, on est venu lui dire que finalement, c'était fini, que le Kazakhstan ne signerait pas. Et ça a été donné, ce fameux contrat-là de tramway, qui était en fait, ce qu'on appelle LRT, c'est un transport léger sur rail, c'est un peu un mélange entre tramway et métro, c'est une sorte de métro tramway aérien, a fini complètement à l'abandon, avec des suspicions de détournement de fonds de centaines de millions d'euros. Et si vous allez dans la capitale kazakh, qui est aujourd'hui Nur-Sultan, vous pouvez voir encore les piliers de ce tramway, qui n'a jamais été terminé. Évidemment, Alstom a joué une part peu glorieuse dans cette aventure.
Alors, Kenes Rakishev, puisqu'on en reparle, le fameux oligarque d'Alstom, a même tenté de s'acheter une Légion d'honneur française pour 200 000 euros. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire qui est quand même assez rocambolesque? Oui, alors c'est assez rigolo, puisque à côté de cette corruption, en fait, il touche des commissions dans le cadre de partenariats avec des entreprises étrangères, et notamment françaises. Il se dit, ben, quand même, moi, je voudrais une déclaration, surtout que ce monsieur-là a un bel appartement à Paris acheté pour la modique somme de 10 millions de dollars, c'est quand même pas rien. Et à un moment, il va vouloir s'acheter une décoration, et il va passer par un personnage qui est assez connu, qui a déjà fait l'objet de portraits sur la place de Paris, qui s'appelle Fabien Bossard. Alors, Fabien Bossard, il est directeur d'un obscur think tank qui a eu la bonne idée, par exemple, en 2016, de proposer Vladimir Poutine pour le prix Nobel de la paix, et a décerné Ramzan Kadyrov un prix pour sa lutte contre le terrorisme. Donc des prises de position. Fabien Bossard est considéré comme un peu un homme lige de Moscou, un proche de Moscou, qui est proche de certains oligarques. Et ce Kenes Rakishev va passer par Fabien Bossard pour lui dire, bon, est-ce que tu peux me trouver une Légion d'honneur? Et Bossard lui dit, bah, écoutez, pas de problème, mais ça va vous coûter 200 000 euros. Donc on a effectivement, Kenes Rakishev verse la somme en plus sur un compte d'une société de Fabien Bossard aux Seychelles. Et effectivement, 6-7 mois plus tard, Fabien Bossard lui envoie une photo de sa décoration en disant, j'ai eu votre décoration, c'est super, d'ailleurs on va pouvoir continuer à travailler ensemble, et Kenes Rakishev lui donnera d'autres contrats de lobbying à faire pour des montants allant jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors, donc effectivement, on voit sur les échanges de mails qu'on a pu avoir, on voit une breloque, mais bon, ça peut aussi s'acheter sur Amazon pour 50 euros. Donc on a voulu vérifier auprès de la grande chancellerie de la Légion d'honneur si cette Légion d'honneur était véritable, parce que effectivement, les liens incestueux qu'il y a entre la France et le Kazakhstan, surtout à cette époque, c'était en 2014 où François Hollande se rend au Kazakhstan, on l'a vu en superbe tenue traditionnelle, aurait pu expliquer qu'un proche de Nazarbayev comme Kenes Rakishev reçoive une Légion d'honneur. Et ben, figure-toi que c'est quelque chose que je ne savais pas, c'est-à-dire que les récipiendaires étrangers de la Légion d'honneur ne sont pas publiés au journal officiel. Donc il est impossible de savoir si la Légion d'honneur de Kenes Rakishev est une vraie Légion d'honneur, ou a été un faux que lui a fourni Fabien Bossard. Mais tu nous as parlé pendant que tu enquêtais. Et moi, je trouve que c'est vraiment caractéristique de la corruption à la française. C'est-à-dire qu'on a honte à l'avance des personnes à qui on va distribuer des légions d'honneur. Donc, on crée une sorte d'omerta sur les légions d'honneur, alors qu'en réalité, il s'agit de décoration de la République. C'est-à-dire que pour les Français, ok, on va vous dire à qui on a donné, mais pour les étrangers, on ne vous le dit pas, parce que quand même, ça nous mettrait dans une position un peu désagréable. Je trouve que c'est vraiment une des caractéristiques de la Ve République qui cache... Enfin, je veux dire, c'est quoi? C'est du secret défense? C'est quoi? Qu'est-ce qui justifie qu'on ne sache pas à quelle personne étrangère la Légion d'honneur française a été donnée? Ça me semble complètement ahurissant. Moi, c'est complètement délirant. Et c'est vrai que je pense qu'on a dû la donner à un certain nombre de potentats, de dictateurs, de criminels contre l'humanité, d'oligarques, dont on n'est pas très fier, et on ne veut pas publier ça. Mais ça pose un vrai problème de démocratie. Et c'est vrai que ça serait intéressant que, par exemple, un prochain gouvernement s'y penche et rende au moins public. On ne demande pas d'avoir le dossier, comment ça s'est fait, sur quels critères, mais au moins les noms de ces personnes qui ont été récipiendaires de nos médailles. Ça rappelle quand même, c'est une vieille tradition française quand même, le trafic de Légion d'honneur. Je me souviens qu'il y avait un président de la fin du XIXe siècle, Jules Grévy, dont le gendre vendait des Légions d'honneur et ça avait provoqué sa chute. Mais là, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et c'est vrai qu'on a insisté auprès de la grande chancellerie pour dire, mais attendez, il y a eu 200 000 euros qui ont été versés, donc en plus dans le cadre de la corruption. Et Fabien Bossard dit, j'ai besoin de payer certaines personnes pour obtenir cette Légion d'honneur. Bah, dites-nous, c'est les vraies ou les fausses. Et on n'a pas eu de réponse. Et on a contacté alors M. Bossard, qui a fait semblant, qui a enlevé sa photo de profil sur WhatsApp, qui a dit que c'était pas lui, et qui après nous a menacé de nous faire appeler par un grand cabinet d'avocats londoniens, qu'on n'a jamais eu au téléphone par ailleurs, qui nous a jamais appelé. Mais en fait, on n'a pas de réponse. Et cette enquête... Il y a peut-être un énorme scandale d'État, il y a peut-être dans ce pays des gens qui trafiquent des légions d'honneur, mais on ne le saura jamais. Voilà, on ne le saura jamais. jamais avec certitude. Est-ce que c'est simplement un oligarque qui a donné 200 000 euros à un mec pas tout à fait sérieux qui lui a donné une médaille en chocolat, ou c'est plus grave que ça? Parce qu'évidemment, Fabien Bossard a des relations à l'intérieur des ministères, même à l'époque sous François Hollande. Hein. Il organise, il rencontre, il fait du lobbying pour Kenes Rakishev, il rencontre des grandes personnalités dans les ministères français, des ministres, il sollicite des gens. À un moment, il dit même qu'il a le feu vert, le soutien de Jean-Pierre Jouyet, qui était le secrétaire général de l'Élysée à l'époque. Donc, est-ce que peut-être on aurait donné une médaille à Kenes
Rakifev, à cet oligarque adepte d'un islam radical, intime de Ramzan Kadyrov. Et aujourd'hui, on en aurait honte et on voudrait le cacher. Peut-être, on ne saura pas. Alors, le Kazakhstan, ce n'est pas seulement les oligarques, c'est aussi d'immenses richesses du sous-sol, et notamment l'uranium, indispensable au fonctionnement de nos centrales électriques nucléaires. Hein. Et la guerre en Ukraine et le fait que le Kazakhstan soit allié de Moscou, est-ce que ça peut impacter nos livraisons en uranium? Est-ce qu'il y a une sorte de levier de Vladimir Poutine sur la France? Alors, de levier d'action, de chantage. Effectivement, dire la France, jusqu'à la fin des années 2000, misait beaucoup sur l'Afrique et notamment le Niger pour produire son uranium. Et puis, il y a eu des événements, notamment 10 employés d'Areva qui, en 2010, ont été enlevés au nord du Niger, ce qui a fait que l'exploitation de l'uranium en Afrique devenait plus dangereuse. Donc, on s'est reporté vers des zones soi-disant plus sûres. En tout cas, c'est vrai qu'au Kazakhstan ou en Ouzbékistan, on ne risque pas d'enlever les employés d'Areva et de les prendre en otage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le Kazakhstan représente près de 30% de nos importations d'uranium, l'Ouzbékistan un peu plus de 15%, et ce sont des anciennes républiques soviétiques qui sont dans l'orbite de Moscou. Pour l'instant, il n'y a pas de sanctions contre les oligarques kazakhstanais, comme il peut en avoir contre les oligarques russes auxquels on fait payer l'invasion en Ukraine. Et c'est vrai que le Kazakhstan et l'Ouzbékistan ne savent pas trop sur quel pied danser. C'est-à-dire, le Kazakhstan, par exemple, a autorisé une manifestation contre l'invasion russe en Ukraine avant d'en interdire une autre. Et là, l'Ouzbékistan, il y a 1 ou 2 jours, vient de dire que quand même la souveraineté de l'Ukraine, c'était quelque chose d'important. Donc, ces anciennes républiques soviétiques veulent aussi garder leur relations privilégiées, leurs relations économiques privilégiées avec l'Occident. Et je pense qu'ils n'hésiteront pas à se démarquer dans une certaine mesure des positions prises par Moscou, même si le Kazakhstan reste quand même très tributaire de Moscou. On l'a vu en janvier dernier, quand le régime était sur le point de tomber, quand les forces de sécurité étaient dépassées. Il y a eu dans la capitale économique des émeutes, des ministères qui ont été saccagés, des bâtiments officiels détruits. Le régime kazakh a fait appel en urgence à l'armée russe, et c'est l'armée russe qui est venue rétablir l'ordre. Donc on a quand même encore besoin... un peu la France-Afrique de la Russie. Voilà, c'est un peu la France-Afrique de la Russie. Donc on a encore besoin du grand frère russe. Alors va-t-on de nouveau devenir dépendant du Niger pour notre uranium, alors même que la présence française est très contestée au Sahel et que Areva, qui s'appelle maintenant Orano, n'a pas un bilan très glorieux là-bas? C'est-à-dire pour justement ne pas être... prise en otage par une sorte de jeu lié à la guerre en Ukraine. Est-ce que les dirigeants français, les dirigeants d'Orano vont retourner sur le Niger? Et est-ce que ça peut fonctionner alors que on a parlé ici même des 2 jeunes qui avaient été tués à Terra par l'armée française, Terra au Niger, parce qu'ils contestaient la présence militaire française. Est-ce que c'est le retour au Niger qui s'annonce? Alors, la part de l'uranium nigérien dans les importations françaises a baissé dans la décennie 2010, c'est-à-dire c'est tombé d'environ 30% à 15%, effectivement avec cette volonté de diversification d'Areva vers l'Asie centrale. Mais on peut voir qu'en 2019-2020, cette part est remontée. 2019, c'était 25% pour le Niger, et 2020, c'est même 35%. Donc, il y a de nouveau un intérêt stratégique et économique au Niger, même si les mines notamment d'Arlit, sont en train de s'épuiser, même si le gisement d'Imouraren, je ne sais pas si tu te souviens, c'était ce grand gisement où à la fin des années 2000, on promettait que ça allait fournir de l'uranium pour toute la France. Et c'est vrai que pour des siècles et des siècles. Et c'est vrai que la France importe environ entre 8 000 et 9 000 tonnes d'uranium par an, et le gisement d'Imouraren est censé produire était censé produire jusqu'à 5 000 tonnes. Donc ça allait couvrir plus de la moitié des besoins en uranium français pour faire tourner nos centrales nucléaires. Mais il n'en reste pas moins que le Niger reste, malgré le fait que ces mines-là soient en fin de vie, soient pas très rentables, reste un intérêt stratégique. Il y a la présence russe qui se fait de plus en plus puissante à côté au Mali. Tout juste à côté, au Mali, donc il y a la présence russe. En gros, à côté, l'Ouzbékistan est à côté de la Russie, et donc la Russie a... Pardon, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, la Russie peut avoir la main en cas de radicalisation des conflits sur ces 2 pays-là. Et la Russie peut aussi avoir la main sur le Niger, où l'armée française est positionnée, mais juste à côté, il y a le Mali. Et il y a une jeunesse qui n'en peut plus de la France-Afrique. Oui, alors en fait, il y a 2 choses. C'est-à-dire qu'il y a l'influence russe qui se fait grandissante dans l'ancien précaré français.
qui s'est faite en Centrafrique, où la France a été mise de côté, qui se fait au Mali, où la France a annoncé son retrait militaire du Mali. Effectivement, on se base beaucoup sur le Niger, qu'on a fait un peu l'épicentre de la lutte contre le terrorisme au Sahel, puisqu'aujourd'hui on ne peut plus partir du Mali. Le président nigérien, Mohamed Bazoum, est un très proche de la France, c'est un peu un chouchou des milieux sécuritaires. D'ailleurs, quand il était ministre de l'Intérieur de l'ancien président et qu'il a embastillé des opposants et des membres de la société civile, on n'a pas fait beaucoup de bruit. Quand il y a eu des contestations lors de son élection en fin 2020, début 2021, la France a avalisé. Donc c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur le Niger, d'une part pour lutter contre le terrorisme au Sahel, et d'autre part parce qu'effectivement, on aura encore pour quelques années besoin du Niger pour faire tourner nos centrales nucléaires. Mais dans cette équation-là, effectivement, il y a les peuples africains qui ont une véritable défiance vis-à-vis de la France et vis-à-vis de cette France-là qui n'a jamais réussi à endiguer le terrorisme au Sahel. On l'a vu, effectivement, t'en parlais, en novembre dernier, quand l'armée française, un convoi de l'armée française est passé au Niger, il y a une manifestation de jeunes et l'armée française a ouvert le feu, tuant 3 manifestants désarmés. Donc il y a une vraie colère contre cette France-Afrique et aussi contre l'entreprise Areva, qui est aujourd'hui devenue Urano, qui pendant des années a exploité l'uranium au Niger en faisant fi de toutes les normes environnementales. C'est-à-dire aujourd'hui, à Arlit, vous avez toutes les habitations, tout est contaminé. Les normes qu'on met en vigueur en France n'ont absolument pas été appliquées au Niger, comme si finalement c'était un pays de seconde zone et on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc évidemment, il y a des plaintes d'ailleurs de citoyens nigériens devant la Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest contre Orano. Et c'est vrai que ça alimente la défiance vis-à-vis de la France et vis-à-vis de ces multinationales qui finalement peuvent être considérées comme des faux-nés de l'impérialisme français. Bref, en tout cas, c'est vrai que le nucléaire semble être une sorte de protection face justement à toutes les incertitudes sur le gaz et le pétrole, mais le nucléaire aussi, c'est 2 pays, trois, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le Niger. L'Australie aussi. Alors, le fait de dire que la France est là uniquement au Sahel pour protéger les sites nucléaires, je ne pense pas que c'est vrai. Mais ça rentre en ligne de compte, et ça rentre d'autant plus en ligne de compte qu'encore aujourd'hui, on a plus de 30% de notre uranium qui est importé du Niger. Alors, on aurait eu encore beaucoup de thématiques à évoquer, mais bon, on va poser une dernière question. Finalement, ces grands projets pharaoniques que tu décris dans ton enquête sur le Kazakhstan, c'est un peu une habitude des entreprises françaises dans des pays gouvernés par des régimes un peu autocratiques, pour faire dans la litote. Et finalement, ces grands projets ne voient jamais le jour, ou alors, quand ils voient le jour, ils ne servent pas aux populations. Alors c'est vraiment vrai, c'est vrai que cet éléphant blanc que je décris au Kazakhstan, qui n'a jamais vu le jour et en fait qui n'aurait pas été utile à la population, c'est quelque chose qui est très utilisé en Afrique. Je ne sais pas si tu te souviens du fameux projet de train de Bolloré qui devait partir d'Abidjan, qui devait passer par le Burkina, le Niger et retomber au Bénin et qui aurait coûté 1 milliard d'euros, qui n'a jamais vu le jour. Parce que en fait, la France a une arme absolument économique, absolument fatale, c'est ce qu'on appelle le contrat de désendettement et de développement. C'est-à-dire ce contrat-là, c'est vous avez la Côte d'Ivoire, par exemple, a une dette vis-à-vis de la France. Alors on vous annule cette dette, on est des grands seigneurs. Déjà une dette contractée dans des conditions spéciales. Odieuse par des potentats qui évidemment se sont mis dans les poches et n'ont pas utilisé cet argent, cet aide au développement pour développer leur pays. Et donc on annule cette dette, mais en échange, on va réinvestir cette dette sous forme d'aide au développement. Sauf que cette aide au développement, elle est conditionnée et on va l'attribuer à des entreprises. C'est le cas par exemple pour la Côte d'Ivoire qui a signé plus de 3 milliards de ces contrats de désendettement et développement, et notamment avec ce projet absolument pharaonique, cet éléphant blanc qu'est le métro d'Abidjan qui va coûter 1,5 milliards d'euros, sans qu'on sache si ça va plus servir à Alstom, à Bouygues et à des gens qui vont se faire des commissions, ou est-ce que ça va servir au peuple ivoirien. Et donc, évidemment, on est très friand en France de ces grands contrats-là, où on va pouvoir donner des sommes folles à des entreprises françaises,
française, où il va pouvoir avoir aussi plein de commissions, de rétrocommissions, que ce soit pour la classe politique locale ou la classe politique française. Mais derrière, les populations ne voient pas la couleur de ces investissements. Donc finalement, ce n'est pas de l'aide au développement, c'est de l'aide aux multinationales françaises. Et de l'aide aux entremetteurs de tout poil. En tout cas, merci beaucoup Thomas. Je pense qu'il faudrait qu'on revienne quand même sur cette histoire du métro d'Abidjan, parce qu'elle nous montre comment en fait la dette est construite, comment la dette qui finit par écraser les populations est construite dans des milieux, dans les hautes sphères, dans le cadre de ce qui est très très loin de l'intérêt général. Alors le média remet sur pied son pôle investigation avec Thomas pour aider à ce projet ambitieux, participer jusqu'au 31 mars, ça veut dire qu'il faut faire vite, à notre cagnotte spéciale enquête. Notre premier objectif est de 50 000 € et nous n'en sommes qu'à 34 000 pour l'instant. Nous n'avons pas les millions du Kazakhstan, donc nous comptons sur vous. Aidez-nous à atteindre ce premier objectif, c'est important. Allez sur enquête.lemediatv.fr et faites un geste.